Il y a un élément clé pour les personnes, en tout cas que je considère clé pour les personnes qui veulent se lancer, monter leur start-up, leur entreprise, etc. C'est ce que j'appelle le time to market. Si tu lances un produit extraordinaire, mais que personne ne l'attend, qu'en termes d'usage, il ne correspond pas au moment, en fait, ton produit va rester sur les étagères. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier avec Laurent Durieux, le cofondateur, vous êtes plusieurs ? Cofondateur de T-Bike, que vous trouverez sur tbike.fr, T-E-E-B-I-K-E, tbike.fr. Et qu'est-ce que c'est T-Bike ? T-Bike distribue, commercialise une roue électrique de vélo qui permet d'électrifier n'importe quel vélo en moins d'1 minute. Une histoire hyper intéressante puisque Laurent a eu un parcours d'abord en commercial et marketing chez les grands de ce monde, chez Procter et chez Danone. Exact. En préparation, je disais que c'est une très très belle école. Avant de se lancer dans les énergies renouvelables en créant sa société qu'il a revendue. Et depuis 5 ans, il travaille sur un sujet très important et un sujet d'actualité, le consommer mieux, le consommer bien, et ça dans l'univers du vélo. Je pense que vous avez tous vu un jour ces photos de cimetières de vélos en Chine, surtout des tas de vélos empilés les uns sur les autres. Laurent a commencé à y travailler il y a 5 ans sur cet enjeu qui est le recyclage des vélos. On va en parler, sujet hyper intéressant. Il y a 2 ans, pour une question de maturité de marché, autre sujet qu'on abordera, maturité en France, Laurent a donc lancé T-Bike en France. Première livraison il y a un peu plus d'1 an, et en 1 an, 1500 clients et 500 K de revenus, 500 000 euros de revenus, et vous êtes rentable. Félicitations, c'est super. Laurent a peut-être fait monter la moyenne d'âge des invités du Panier, je dis ça avec un grand sourire. Et du coup, on abordera des sujets, justement, comment se lancer une start-up quand on n'est pas forcément un fan de la technique, mais un expert sur le commercial, la distrib, le retail, sujet qu'on abordera également. Bienvenue. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que c'est T-Bike ? T-Bike, c'est une roue avant électrique de vélo qui est connectée et universelle. Et donc, elle te permet d'électrifier pratiquement n'importe quel vélo, n'importe quel qui soit très ancien ou récent, ou très très cher ou économique. Et en fait, tu vas pouvoir l'électrifier toi-même. C'est-à-dire que tu as juste à enlever la roue avant. Ça prend 10 secondes. Tu vas mettre la roue avant T-Bike à la place. Tu la connectes à l'application T-Bike. Et à partir de là, tu découvres le merveilleux pouvoir de l'électrique sur le vélo qui finalement rend la terre plate. Donc T-Bike, c'est un peu comme si on était tous les jours dopés pour monter les côtes, affronter le vent de face, etc. Sur un vélo, je te dis, qui soit très ancien, le vélo de tes grands-parents ou celui que tu viens d'acheter au coin de la rue dans un marchand de cycles. Tu as quand même... Alors moi, je suis passé à l'électrique il y a 2 ans et demi et j'ai acheté un vélo au lieu de louer. Peut-être qu'avec le recul et justement cette notion de consommer mieux, consommer bien, j'aurais fait différemment. Mais en vrai, j'adore mon vélo, je l'utilise régulièrement. Ça a beaucoup de puissance, l'électrique. Ce que je veux dire, c'est que même un vieux vélo est capable de... Il y a du couple quoi dans une roue qui démarre. Est-ce que oui. Le motobécane de ma grand-mère un peu Absolument, le motobécane, quel que soit l'âge, parce qu'en fait un vélo électrique c'est d'abord un vélo, et quand tu regardes la plupart des vélos électriques aujourd'hui en circulation, si tu enlèves on va dire l'excroissance qui est liée à la batterie et le moteur que tu vas trouver soit sous le pédalier soit dans une roue, en fait c'est juste un vélo. Et l'électrique a comme caractéristique, c'est que ça te fait pas aller plus vite.
en fait, ça te permet de circuler en vélo sans avoir la nécessité d'une grosse condition physique. En fait, tu vas utiliser l'électrique au démarrage pour te lancer, tu vas utiliser l'électrique quand ça monte, quand tu es fatigué ou le soir tard en rentrant du boulot. Mais tu vas pas rouler à 40 km/h, puisqu'en fait, le moteur va couper à 25 km/h. Selon la réglementation française. Hein, exactement. C'est ça, et donc, tu vas pas plus vite, tu produis pas plus d'efforts mécaniques sur ton vélo. Tu vas juste avoir un véhicule qui te permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rendre la terre plate, quoi. Donc, cet aspect physique qui caractérisait le vélo de loisir, l'électrique, la magie de l'électrique dans le vélo, c'est que ça permet de faire justement passer le vélo de ce statut de loisir quotidien ou sportif à véhicule du quotidien, plutôt que de l'utiliser que le week-end. Je vais le prendre tous les jours parce que les 5-6 km qui me séparent de mon lieu de travail, jusqu'à maintenant, j'étais un peu inquiet de les faire en vélo, en pédalant, je vais transpirer, je vais avoir des difficultés. Et l'électrique, et notamment avec la route e-bike, te permet de faire ce parcours sans aucune difficulté. C'est ce que je dis souvent, moi, quand on pose la question. Moi, j'ai réalisé en l'utilisant que je roule toujours entre 25 et 30, donc sans assistance. Au final, c'est vraiment au démarrage, sur les 15-20 premiers mètres, que ça donne ce petit coup de boost qui permet d'éviter de l'effort et d'arriver au boulot sans transpirer, quoi, en gros, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, ce qui est toujours... marrant quand on parle de nouvelles mobilités, et donc le vélo est le pivot, le cœur de ces nouvelles mobilités. Sauf que le vélo, en fait, c'est pratiquement aussi vieux que la charrette. Ça a plusieurs siècles aujourd'hui d'ancienneté, donc le qualifier de nouvelle mobilité, ça paraît un peu paradoxal. Mais la réalité de la nouveauté, c'est justement cet apport de l'électrique. Et je te dis qu'il fait que le vélo, en fait, devient ton véhicule du quotidien, quels que soient les kilomètres que tu vas devoir parcourir. Alors, c'est assez esthétique. Je vous invite à aller voir sur tbike.fr. Donc, c'est une roue. Le moteur est dans le moyeu. C'est ça, enfin, Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Un vélo électrique, en fait, il y a des batteries pour amener justement cette électricité. Il y a un moteur qui va tracter le tout. Et puis, il y a de l'électronique qui va gérer en fonction des besoins d'assistance que tu as. Et donc, la technologie aujourd'hui nous a permis de tout concentrer à l'intérieur d'un moyeu, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun câble, aucune connectique, rien du tout. C'est un objet connecté que tu vas piloter directement depuis ton téléphone. Combien est-ce que ça coûte ? Ça coûte un peu moins de 800 €. Et c'est, comment dire, on peut avoir les aides, on peut toucher les aides pour un... Oui, en fait, tu peux toucher les aides dans de plus en plus de communes, de régions de France qui découvrent en même temps que tout le monde la roue et donc qui intègrent la roue dans le système de subvention. Ok. Et du coup, deux dernières questions avant de partir un peu sur la genèse hyper intéressante en Chine de ton histoire. Comment ça se recharge ? Très simple, comme ton téléphone. Enfin, dans l'axe de la roue, tu rentres le chargeur et en un peu plus de 3 heures, tu vas recharger la totalité de la roue. Ok. Et en termes de vol, comment est-ce que vous faites pour que je puisse protéger ma roue ? La roue avant, c'est quand même hyper facile à voler. Oui. Alors, il y a deux éléments. Le premier point, c'est que tu peux acheter en complément des boulons propriétaires. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui as la clé du boulon. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de rajouter un antivol supplémentaire pour attacher la roue au vélo. Et on a rajouté dans la roue une alarme volumétrique. C'est-à-dire que dès que la roue va bouger, en fait, elle se met à sonner. Et donc, ça a un côté dissuasif pour les voleurs de vélo ou de roues, quoi. Elle se met à sonner si, j'imagine, j'ai pas couplé... Enfin, comment elle sait que c'est pas moi qui l'a fait bouger, quoi, en gros. C'est ça, en fait. Ouais. Depuis ton téléphone, tu vas activer ou désactiver l'alarme. Ok. C'est intéressant quand je regardais les premiers vélos électriques il y a quelques années, il y a longtemps déjà, c'est vrai que c'était des grosses batteries, des gros moteurs. Aujourd'hui, j'ai vu des pubs récemment sur pour des vélos électriques, on ne distingue même pas qu'il y a... Donc je me demandais comment on arrivait à faire tenir une batterie, un moteur et toute l'électronique dans une roue, mais vous verrez sur le site, effectivement, ça tient bien. Un peu plus d'un an de distribution en France. Vous êtes incubé chez Fitty Partners, qui est un super... Oui. Ok. Vous avez levé des fonds ? Non. Ok, félicitations. Enfin, félicitations, j'en sais rien, c'est pas une fin en soi, mais c'est bien d'être indépendant dans ce lancement. Donc, distribué, je le disais, depuis un peu plus d'un an en France, mais c'est une histoire qui a commencé en Chine il y a 5 ans. Tu peux nous en parler ? Oui, ben, en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai vécu longtemps entre la France et la Chine.
Si tu veux, en Chine et en Asie de façon globale, le vélo... Dans ta vie précédente, donc entrepreneur dans les énergies renouvelables, c'est Absolument, ça? Absolument, oui. Oui, en Asie, si tu veux, le vélo reste un véhicule qui est quand même encore très, très utilisé en comparaison de la France ou du sud de l'Europe. C'est l'équivalent de l'Europe du Nord. Il y a des bouchons en vélo le matin. On attend des fois 2 ou 3 feux avant de pouvoir passer quand on est sur son vélo. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un gâchis, entre guillemets, fabuleux. C'est que on trouve très régulièrement ce qu'on appelle des cimetières de vélos. Et l'idée a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer ces vélos, les remettre en circulation en créant de la valeur. Parce que le vélo d'occasion aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est très compliqué de monter un business derrière du vélo d'occasion. Parce que la valeur du vélo d'occasion, c'est celle que tu vas mettre sur le bon coin. Et quand tu le rénoves, que tu le retapes, ton vélo d'occasion, il est assez rapidement plus cher qu'un vélo neuf. Et donc l'idée a été de dire comment développer un kit d'électrification, un système d'électrification qu'on va rajouter à ces vélos pour leur donner de la valeur en termes d'usage, en termes de prix, en termes de marge, pour vraiment avoir un business plan qui fonctionne. Mais ce kit, en fait, il faut qu'on puisse l'installer soi-même, facilement, rapidement, sans aucune compétence technique. Voilà, ça a été ça le point de départ. Et ce point de départ, en fait, il a mis beaucoup plus de temps à délivrer les premiers protos parce que ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, je me suis appuyé sur une équipe d'ingénieurs techniques, mécaniques, électroniques. Que tu avais rencontré lors de ta précédente vie. Comment est-ce que tu as monté cette équipe au départ? En fait, c'est assez simple en Chine comme en France aujourd'hui. En fait, tu recrutes des compétences et des personnes, des personnalités qui adhèrent au projet. Donc, c'est des recrutements. C'est des recrutements, okay. Exactement. Et j'ai monté tout ça en partenariat avec un copain chinois qui était déjà en partie dans les mobilités. Je t'arrête une seconde, je reviens sur ce que tu disais avant parce que c'est très intéressant. Donc ton point, je vais être sûr de l'avoir bien compris, c'est de dire que acheter un vélo d'occasion à 50 balles et mettre 50, 100, 200 balles d'entretien, de mécanique, de travail dessus pour le remettre à l'état neuf, au final aujourd'hui dans les habitudes, dans les usages, tu dis que les gens en fait vont préférer aller s'acheter un vélo neuf dans une grande surface parce que ça coûte pas plus cher au final, c'est ça? Exactement, on pourra développer tout à l'heure un peu plus tard là-dessus, mais c'est tout le paradoxe et la difficulté de l'économie circulaire et du reconditionnement, c'est que d'une part on est tiraillé au quotidien entre réutiliser les produits que l'on a ou acheter du neuf. Et dès qu'on allume la radio, la télé, qu'on regarde les affiches, etc., tout est fait aujourd'hui pour nous inciter à acheter du neuf. Et le deuxième élément, c'est que économiquement, le recyclage, de façon générale, la réutilisation, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte malheureusement plus cher pour délivrer un produit final que d'acheter du neuf. Et donc, un vélo aujourd'hui, grâce à des enseignes comme Decathlon, Intersport, tu peux acheter des vélos à moins de 200 €, ce qui rend du coup le produit très accessible à toutes les bourses. Et un vélo d'occasion, quand il passe du temps, que tu le remets en état, etc., ça coûte parfois plus cher que ces 200 €. Et donc, sans apporter de la valeur, sans créer de nouvelles valeurs, c'est ça? Sans créer de nouvelles valeurs. Par contre, ce vélo, quand tu l'électrifies, en fait, c'est déjà un véhicule différent. Et l'électrification te permet de créer cette valeur qui va t'amener un business plan qui fonctionne. C'est-à-dire que l'entreprise qui fait tout ça va gagner de l'argent et va pouvoir réinvestir pour se développer à la fois du côté du recyclage et dans la partie électrification. Ok, intéressant. Revenons en Chine. Donc tu as recruté ton équipe, tu as un associé qui est un copain chinois comme tu l'as dit, et tu dis que ça met un peu plus de temps. Ça met un peu plus de temps parce que en fait c'est l'électronique. Ça va très très vite, d'une année à l'autre, ton produit peut complètement changer. Exactement, et ça va très très vite. Et le point, ça a été de dire et de valider le fait que la roue démarre et s'arrête quand on lui demande. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais la roue aujourd'hui c'est un produit technologique qui est bardé de capteurs, de calculateurs, qui vont en permanence, en millisecondes, calculer la vitesse de rotation de la roue pour envoyer les instructions au moteur de se mettre en route, d'activer ou d'augmenter l'assistance ou carrément de la couper dès que tu freines.
Et donc, c'est ça qui a pris du temps. Ça a été de mettre au point, justement, ces capteurs et ces calculateurs pour faire en sorte que tu puisses te déplacer en toute sécurité. Je veux bien qu'on creuse un tout petit peu. Alors, je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'était déjà plus rare, mais aujourd'hui, qui n'a pas utilisé de vélo électrique? Mais si ce n'est pas le cas, vous avez il existe plusieurs options, en fait. On a des moteurs dans la roue avant, sous le pédalier ou dans la roue arrière. Pour ceux qui sont dans les roues, j'aimerais comprendre comment ça marche. Ceux qui sont sous le pédalier, c'est assez simple parce qu'ils comprennent une impulsion qui est mon pied qui pousse sur la pédale, oui. Et du coup peuvent enclencher l'aide. Pour ceux qui sont dans les roues, comme la roue avant ou la roue arrière, oui. Qu'est-ce qui lance? Quel est le trigger? En fait, sur tous les vélos électriques, tu as des câbles. Tu as des mètres et des mètres de câbles. Et en fait, quand tu as un moteur sur la roue avant, tu as un câble qui relie ce moteur à ton pédalier. Et sur le pédalier, il y a un capteur. Okay. Or, nous, on n'a pas de câble. Ouais. Et donc, on a à l'intérieur de la roue, c'est la même technologie que ce qui est utilisé sur les gyropodes. Tu sais, ces roues que tu mets entre les jambes. Et en fait, c'est des principes de capteurs gyroscopiques qui calculent en permanence la vitesse de rotation. Et en fonction, justement, de cette accélération ou décélération, ils vont gérer la puissance que va apporter le moteur à la roue qui tourne, quoi, si tu veux. Donc ça, c'est tout ce qu'on a développé. Et donc ça a mis du temps, bien sûr. Et puis, ce que l'on a fait derrière, c'est qu'une fois que les prototypes ont commencé à bien fonctionner, on a fait ce que j'appelle, moi, et ce que j'ai appris dans mes premiers métiers, un torture test. Et donc, on a pris des livreurs d'une entreprise qui s'appelle Didi en Chine, qui est l'équivalent de Uber ou Deliveroo. On les a équipés de roues et on les a laissés rouler, faire des milliers de kilomètres avec nos roues pour voir comment se comportait la roue, à la fois d'un point de vue électronique et mécanique. Donc ça nous a permis d'y apporter les corrections pour avoir un produit au final totalement fiable et sécurisant pour les utilisateurs. Tu dis des torture tests que tu as appris dans tes vies précédentes. Ouais. Comment est-ce que chez Danone ou chez Procter on fait des torture tests? Ou tu parles de ta vie dans les énergies renouvelables? Quand tu développes une lessive, tu vas t'assurer qu'elle enlève les taches, mais sans trouer les tissus, quoi. Okay, tu vois, donc c'est un peu ça, où quand tu développes un produit, un yaourt, tu t'assures que l'ensemble de la cible à qui tu t'adresses va apprécier le produit. Donc tu donnes les produits, tu les fais goûter. Pour avoir des insights, tu les mets dans toutes les situations, y compris tu vas mettre un yaourt sur une fenêtre au soleil pour voir comment il vieillit. Parce que tu n'as pas la garantie que tous tes clients, tous tes utilisateurs vont les mettre systématiquement dans un frigo et ils peuvent traîner dans un coffre de voiture en plein été sur un parking au soleil, tu vois. Donc, c'est ça le principe des torture tests, c'est mettre le produit dans des situations extrêmes pour voir comment ça réagit. Parce que une roue de vélo, un vélo électrique, quand tu roules tranquillement sur une piste cyclable, tu te déplaces en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Quand tu es dans une descente à 60 km/h et qu'il faut freiner, c'est là que tu dois vérifier que tout réagit correctement, quoi. Ce qu'on appelle, nous, dans nos métiers, le stress test ou test de charge, où on va envoyer d'un coup 10 000 visiteurs concomitants sur un site pour voir si tient la route. Exactement. Ça pèse combien? Ça pèse, le produit final aujourd'hui? Le produit pèse un peu moins de 7 kilos. Ok. Ce qui rajoute du poids, bien entendu, mais ça rajoute du poids à l'avant de ton vélo. L'avantage, c'est que aujourd'hui, quand tu t'assois sur ton vélo, il y a 95% de ton poids qui est à l'arrière. L'avant est souvent très allégé sur un vélo. Mais le point le plus important, c'est qu'on a passé beaucoup de temps justement dans les développements des prototypes sur le design et le calcul de répartition des masses. Parce qu'à l'intérieur de ce bloc, il y a des poids liés à la batterie, au moteur, etc. Et le point clé a été de dire il faut qu'on puisse rouler en lâchant les mains du guidon. Et le vélo doit tourner tout seul. Et même si je tourne sans avoir les mains sur le guidon, la roue ne doit absolument pas modifier le comportement et la géométrie de mon vélo. Et donc, en fait, elle est positionnée sur l'axe et par rapport à la jante, au millimètre près, avec des rayons qui ne font pas la même longueur à droite et à gauche, pour avoir cet équilibre qui ne provoque pas, et pour ma génération, on appelle ça le syndrome Solex,
Quand j'étais jeune, j'utilisais des Solex et le moteur était accroché au guidon, ce qui fait que quand tu tournais à gauche, d'un seul coup, tout était embarqué, que tu voulais tourner à droite, il fallait forcer, quoi. Ok. Tu vois, donc là, la roue est parfaitement équilibrée. Et du coup, tu n'as quasiment aucune modification quand tu n'utilises pas l'assistance. Ton vélo reste ton vélo comme tu as l'habitude de l'utiliser, quoi. C'est intéressant que tu fasses ce parallèle. Je pense que tout le monde connaît, chers auditeurs, parce que vous êtes des gens formidables. Mais pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, le Solex c'était un moteur posé sur la fourche, on va dire, avec un système de roue qui entraînait la roue. C'est ça, c'était un galet, Ouais. un engrenage qui tournait sur le pneu et ça entraînait la roue. Ouais. Et du coup, beaucoup de poids sur la roue avant. Certainement pas les mêmes tests qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais il fallait pas freiner en virage. Il faut jamais freiner en virage de la roue avant, évidemment, dans le vélo. Éviter, ouais. Mais quand on a en plus quelques kilos à l'avant. Et donc ça, c'est des choses qui ont été testées. Combien de temps ont duré le torture test? On a eu 1 an de développement sur les différents prototypes et pratiquement un peu plus de 8 mois sur les tests avec notre équipe de livreurs, quoi. Pour arriver à un produit qui est commercialisable. Un produit qui est commercialisable, absolument. C'est-à-dire en Chine, en Asie, quoi. Oui, en fait, l'idée a été de dire, comme on veut que ce soit un produit très simple, en fait, quand tu pars du postulat que la technologie doit être au service de l'utilisateur et donc de la simplicité, ça prend quand même du temps. Et il faut pouvoir tester dans tous les types d'usages pour être certain que tu vas satisfaire l'ensemble des utilisateurs. D'autant plus que upgrader son vélo, le reconditionner, ça peut avoir, si tu veux, une image qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps n'était pas forcément valorisée. Et là, l'idée, c'est de faire le produit parfait, si tu veux. C'est l'équivalent de ce que fait Apple aujourd'hui dans la téléphonie ou Ferrari dans les voitures ou autre. C'est d'avoir un produit irréprochable dans son utilisation et qu'en termes d'expérience, tu sois totalement satisfait, quoi. Et donc, c'est ça qui prend du temps. C'est le gros du travail, c'est facile à faire, mais après... dans tous les types d'utilisation, avoir le produit qui répond et qui réagit exactement comme nos utilisateurs l'attendent, ça prend du temps et on évolue en permanence. Et c'est quelque chose que j'ai fait évoluer après, quand j'ai décidé de lancer en France et en Europe, parce que bien entendu, l'Est de la planète est différent du marché européen. Il y a une innovation produit sur lequel vous avez travaillé pendant 1 an. Vous avez fait des torture tests, des tests de torture sur ces livreurs. Mais il y a une innovation d'usage aussi lorsque vous lancez en Chine. Oui, l'usage, ça a été de dire... D'ailleurs, en Chine, comme en Europe aujourd'hui, le principe de propriété n'est plus déterminant dans le hardware. Quand tu lances un produit, il faut repartir de l'usage. Et donc, on s'est adressé d'abord aux étudiants chinois qui, comme les étudiants européens, vont aller passer 6 mois, 1 an dans une ville pour leurs études. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord proposé la roue en location en disant tu peux louer la roue si tu as déjà un vélo pendant 1 mois, 6 mois ou 1 an, sans contrainte, sans engagement. Et à la fin de ta location, tu peux la garder ou la restituer. Et si tu n'as pas de vélo, pour 1 euro de plus, en fait, on te fournit un vélo avec la roue. C'est-à-dire qu'on est parti dans l'approche marketing, si tu veux, et dans le message au consommateur. Aujourd'hui, tu achètes un vélo. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tu achètes une roue. Et si jamais tu as besoin d'un accessoire autour de cette roue, c'est le vélo. C'est le vélo. Tu vois, c'est-à-dire pour que 1 euro de plus. La roue est devenue le produit central. Ouais. Et pour 1 euro de plus, on fournit le vélo. Et ces vélos qu'on récupère justement dans ces fameux cimetières, qu'on reconditionne et qu'on remet en état. Donc, on a démarré comme ça. Et on a eu de suite une compréhension du concept, du principe, une acceptation qui a été quasi immédiate. Et ça a très, très bien fonctionné dès le départ, quoi. Je prends un tout petit peu de hauteur à ce moment-là. Tu es... Alors, tu as fait du B2C, j'imagine, chez Procter & Danone, mais ta dernière expérience, la société que tu as créée et que tu as revendue était dans les énergies renouvelables, oui, en B2B. Oui. Chez Procter & Danone, tu avais du B2C sur le marché chinois aussi ? Non. Donc, tu découvres le marché B2C chinois au moment où tu lances la route e-bike en Asie. Oui. Comment on fait ? En fait, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que le consommateur chinois, sur tout ce qui touche à la mobilité,
il est comme le consommateur européen. Déjà assez éduqué. Il est éduqué, il comprend, il a les mêmes contraintes que nous, c'est-à-dire qu'il y a des bouchons, les déplacements coûtent de plus en plus cher, les transports en commun aux heures de pointe sont saturés, et donc tu es exactement dans les mêmes principes. Donc en fait, l'offre et l'alternative que tu proposes, elle est équivalente au marché français ou au marché européen. Après, ce qui change, et c'est là où il faut connaître un petit peu la Chine et travailler avec des équipes chinoises, mais c'est pareil sur le reste de la planète, c'est dans l'exécution. Parce que le retail physique n'est pas le même, parce que le web, l'internet, le e-commerce n'est absolument pas le même qu'en France ou en Europe. Et donc il faut derrière que la qualité d'exécution et les messages, les codes, les réseaux et la capacité à discuter avec tes utilisateurs s'adaptent à la culture et aux règles locales, quoi. Donc c'est ça le point. Mais globalement, de façon générale et on va dire un peu plus stratégique, la mobilité et le vélo aujourd'hui, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, est en train d'exploser sur toute la planète pour les mêmes raisons et avec les mêmes usages. Alors on y viendra tout à l'heure, un peu plus tard, mais l'année Covid a été déterminante pour beaucoup de vendeurs, enfin en tout cas pour l'industrie du cycle au sens large. Excellent épisode d'ailleurs avec responsable e-commerce de Pro Bike Shop que je vous invite à écouter, c'était il y a quelques mois. J'imagine qu'il y a eu une accélération. Je reviens sur les personas et le client type de T-Bike. Donc la mobilité, c'est un fait. L'usage qui est à la location, ça c'est quelque chose qui n'existe pas, j'ai l'impression aujourd'hui sur T-Bike en France, mais qui marche quand vous le lancez en Chine il y a du coup 4 ans après un an de R&D. Oui, ça marche de suite en Chine et c'est quelque chose qu'on va lancer en France aussi. Bien entendu, il faut faire ça étape par étape. Mais en Chine, ça a pris de suite parce qu'on s'est adressé aux étudiants, parce qu'on avait la possibilité de leur parler via le partenaire chinois. Et je savais que c'était une problématique clé pour les étudiants. La mobilité et l'accès à un moyen de transport économique, simple et rapide, ce qu'est le vélo. Tu t'es fait accompagner pour ce lancement. Pardon, je prends un tout petit peu de hauteur. Si demain je veux lancer un produit technologique et physique en Chine, quels sont les principaux écueils à éviter ? Quels conseils tu peux nous donner ? Il faut d'abord connaître le pays. Il faut y passer un peu de temps. Il faut comprendre leur écosystème. En fait, le fonctionnement en termes de R&D industriel en Chine est différent de l'Europe. Par plein d'aspects, c'est plus facile parce qu'en fait, tu as énormément d'entreprises qui sont regroupées sur des zones géographiques et autour de métiers. Donc, tu peux faire fabriquer assez facilement des cartes électroniques, des moteurs, des roues, des composants, etc. Ça, c'est assez simple. Par contre, en Chine, si tu veux, tu ne construis pas des contrats. Tu ne signes pas des centaines de pages et de pages. En fait, le deal et la relation se construit au restaurant, le week-end, en famille, etc. Il y a une vraie relation de proximité, de connaissance qui se construit et de confiance, et d'implication, voilà, de tes partenaires dans le projet et du coup de confiance. Et dans les histoires du samedi soir en Chine, si tu veux, il y a beaucoup d'entreprises qui ont rencontré des difficultés après avoir signé des contrats parce que ça les a pas forcément protégés. Et en fait, il faut, mais comme en France, aujourd'hui chez T-Bike, l'équipe que l'on a est totalement impliquée dans le projet. Et donc, c'est l'implication, l'adhésion au projet qui fait que les équipes vont te suivre, vont avancer et prendre du plaisir dans ce qu'elles font et dans la réussite que tu développes, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a tu t'es pris les pieds dans le tapis à un moment sur la Chine ? Oui, heureusement. Enfin, sinon, ça serait pas le métier d'entrepreneur serait pas amusant. C'est ce qu'on dit, c'est un 110 mètres haies et tous les jours, tu as des obstacles. Donc,
sur la partie technologique, il y a des composants que tu vas utiliser qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Il y en a qui vont tomber en panne et il y en a qui ne vont pas avoir la durée de vie que tu imaginais. Et puis, dans l'utilisation, il y a des trucs, tu réfléchis souvent par rapport à toi et dans un premier temps. Et quand tu le présentes à tes clients potentiels, ils vont te dire c'est naze. C'est pas du tout ce qu'on attend. Et c'est là aussi que le métier de chef d'entreprise pousse à beaucoup d'humilité, parce que quand tu passes des mois à travailler sur quelque chose, et puis qu'on te dit bah non, ça correspond pas à ce que je veux, il faut savoir écouter, se remettre en cause et relancer le travail en écoutant ses utilisateurs. Donc c'est ça, se prendre un peu les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'on prend des directions. Et il faut savoir se modifier, corriger très très vite par rapport aux attentes de ses clients. Et aujourd'hui, ces attentes, en plus, elles évoluent à une rapidité absolument incroyable. Donc il faut que tu aies des produits avec une certaine modularité pour pouvoir évoluer à la fois vis-à-vis de tes nouveaux clients, mais aussi de tes anciens. Donc la roue, ce qu'on a fait, c'est que c'est un produit qui est évolutif. C'est-à-dire que le premier client qui nous a acheté la roue, en fait, il bénéficie de toutes les évolutions en termes d'électronique, de gestion et de consommation qu'on est capable aujourd'hui de redescendre sur chaque roue pour chaque utilisateur. Même dans le hardware ? Oui, absolument. Parce que changer un firmware, c'est facile, mais changer une pièce du moteur, c'est aujourd'hui, on évolue essentiellement au niveau du firmware, bien sûr. Et donc, c'est là-dessus que tous les utilisateurs bénéficient des dernières évolutions. Tu as fait un parallèle tout à l'heure avec Apple que je trouve hyper intéressant. Moi, ce qui me plaît aussi chez Apple, c'est que je viens de changer là, de Mac, mais le Mac précédent était un refurbished de 2016, donc un modèle 2015. Non, refurbished de 2017, donc modèle 2016, qui au bout de 5 ans marchait toujours aussi bien. C'était pas très raisonnable. J'avais pas besoin de changer. Il commençait à être un peu lent parce que pas le Mac était de mauvaise, avait vieilli. C'est parce que les softs, les outils que j'utilise, Chrome est de plus en plus lourd. Ouais. Mais c'est la seule raison. Mais voilà, la durabilité fait aussi d'ailleurs que les iPhones se revendent très bien, même quand ils ont 1, 2, 3, 4 ans, mieux parfois que certaines autres marques sans les citer. Mais la durabilité, si tu veux, c'est l'ADN de T-Bike et c'est le moteur pour moi en tant qu'individu. Parce que j'ai travaillé dans des grands groupes et je fais partie de la génération où l'économie linéaire a été le modèle référent, quoi. C'est-à-dire que j'achète, je consomme et je jette, quoi. Quand j'étais tout petit, le truc génial, c'était Bic, quoi. Tu vois, tu passes du rasoir avec une lame, un blaireau et un savon à un rasoir que tu vas utiliser, que tu vas jeter, quoi. Et donc, c'était incroyable. Et aujourd'hui, l'idée et ma démarche est de dire qu'est-ce que je peux faire en tant que chef d'entreprise pour développer des business qui soient plus respectueux, plus durables et qui aient un sens à ma démarche de chef d'entreprise et du coup auprès de tous mes clients. Donc ça, c'est vraiment le point important et qui drive le quotidien de toute l'équipe, quoi. Je pense que j'allais dire les boomers, mais je ne veux pas mettre de doigt dessus, mais les 30 glorieuses nous ont bien niqué la planète, l'environnement, les habitudes de consommation. Oui, alors ça nous a bien aidé aussi. Sujet, c'est le confort et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est à la fois géniale, parce que tout est à portée de main, facile et à consommer immédiatement sans se poser de questions. Et puis c'est un tout petit peu inquiétant parce qu'effectivement, il faut qu'on commence à faire attention. C'est une super transition, super sujet, parce que ça me permet de faire cette transition sur la maturité sur ces sujets des Européens, puisque vous restez, donc tu as commencé la R&D il y a 5 ans, 1 an de R&D, et ensuite vous avez commencé à distribuer sur les marchés asiatiques. Et l'été, il y a 2 ans, c'est ça, donc l'été 2019, tu te dis que le marché français est mature pour accueillir... Ouais, alors il y a un élément clé pour les personnes, en tout cas que je considère clé pour les personnes qui veulent se lancer, monter leur start-up, leur entreprise, etc. C'est ce que j'appelle le time to market. Si tu lances un produit extraordinaire, mais que personne ne l'attend, ou qu'en termes d'usage, il ne correspond pas au moment, en fait, ton produit va rester sur les étagères, quoi. Donc, il y a 2 ans, il y a une conjonction d'éléments qui font que, d'une part, le vélo électrique est en train d'accélérer
sur le marché français, européen. Ça arrive de façon, on va dire, massive. De plus en plus de marques, de plus en plus d'opérateurs et tout le retail autour du vélo propose maintenant le vélo électrique. Donc, le produit est en train de se démocratiser en termes d'usage, en termes de prix et en termes de nombre de vélos en circulation dans les villes. Et il se démocratise notamment parce que les pouvoirs publics commencent à prendre conscience que le vélo est une solution pour désengorger les centres-villes. Et les pouvoirs publics commencent à investir dans des structures, dans des infrastructures. Les infrastructures, c'est les pistes cyclables et les parkings sécurisés pour les vélos. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que si tu construis des routes et des autoroutes, on va acheter des voitures. Et si tu construis des pistes cyclables, on va acheter des vélos. C'est une évidence. C'est une évidence. Et ce pari... C'est une évidence, mais cette évidence, en fait, elle est toute nouvelle à ce moment-là, parce que on a 70-80 ans de politique d'aménagement de nos villes autour de la voiture. Et donc, Paris est l'illustration. Alors, ça crée des tensions pour les utilisateurs de l'automobile, mais le développement des pistes cyclables, et puis avant Paris, il y a Strasbourg, il y a Grenoble, il y a Bordeaux, il y a énormément de villes qui commencent à s'inscrire dans une politique autour du vélo. Donc ça, c'est un premier élément. Je t'arrête, Strasbourg ne commence pas. Strasbourg est une ville. Moi, je suis strasbourgeois. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a 700-800 km de pistes cyclables dans une ville qui est toute petite, qui fait 300-400 000 habitants. Ouais. C'est ça, c'est comme l'Europe du Nord. En fait, on prend l'Europe du Nord en modèle, mais l'Europe du Nord s'est engagée en termes d'infrastructures et d'investissements autour du vélo il y a 25 ans. Et donc aujourd'hui, ça paraît évident d'acheter des vélos plus que des voitures. Strasbourg, c'est le cas. Donc pas prise de conscience, mais en tout cas accélération des autorités publiques sur les aménagements urbains. Un élément clé. Et puis le deuxième élément, c'est, on va dire, des boîtes comme par exemple Back Market, qui est un bon exemple, où on commence à avoir des comportements d'achat autour du recyclage. Non pas parce que ça coûte moins cher, non pas parce que j'ai pas d'argent et je vais acheter quelque chose qui a déjà été utilisé, mais parce que ça s'inscrit dans une logique de consommation plus raisonnable, plus durable, et finalement un produit d'occasion, ou un produit que j'ai déjà et que je vais réutiliser, un vêtement que je vais ressortir des placards plutôt que d'en acheter un nouveau. Tout ça commence à s'inscrire au niveau des marques, au niveau de nouvelles entreprises et au niveau des habitudes de consommation. À quel point est-ce une mode ? Je pense, justement, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est pas une mode, c'est que c'est vraiment un mouvement de fond où il y a cette prise de conscience par rapport à notre environnement, où il faut qu'on commence à être un peu plus raisonnable dans notre consommation, à faire durer les produits. Alors les industriels, c'est pas une mode parce que les industriels font de plus en plus de produits durables en lutte contre l'obsolescence programmée. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, à la rigueur, on était presque content que le produit tombe en panne pour en acheter un nouveau. Aujourd'hui, on va le réparer, tu vois. Et c'est ça qui est un changement majeur et clé, d'ailleurs pour toutes les marques, les industries, c'est qu'il faut s'inscrire avec des produits durables et y compris la capacité de proposer à nos utilisateurs et nos consommateurs des solutions de réparabilité, soit à faire soi-même, soit des réseaux où tu vas les faire réparer. Donc ça, c'est le deuxième élément clé, c'est que le vélo, en fait, le vélo, c'est inusable. Le vélo, tu changes les pneus, tu répares les freins, tu mets un peu d'huile sur ton dérailleur et tu vas sortir le vélo de ton grand-père qui va fonctionner parfaitement. Donc pourquoi le jeter ? Pourquoi s'en séparer pour acheter un nouveau vélo électrique ? Et c'est compliqué parce qu'on a tous envie d'acheter quelque chose de nouveau. Et donc si tu as une solution avec un produit incroyable, techniquement parfaitement au point, et super simple à utiliser, qui te rend tous les services que tu attends, là, à ce moment-là, tu vas y aller. Parce qu'il y a le produit, il y a l'usage, il y a le marché et les infrastructures. Ok. Et donc ça, c'est le déclencheur pour revenir en France ? Oui. Enfin, pour venir distribuer sur le... Oui, pour lancer en France, parce qu'il y a 5 ans, je pense que ça aurait été trop tôt. Mais ton persona, ton client, il est différent. Donc, ça veut dire que tu dois adapter ton marketing, ton offre, ton approche ? Oui, alors on a donc
quand j'ai décidé de lancer en France, j'ai convaincu Marine, qui est une jeune femme de 30 ans, formidable, et qui est spécialisée dans tous les métiers du web et du marketing online. Donc qui a cofondé T-Bike avec moi, et on a eu des partis pris. Le premier, ça a été de dire notre persona, ça va être les femmes. Parce que les femmes, elles sont très souvent plus attachées au vélo que les mecs, parce qu'il est confortable, parce qu'elles ont l'habitude de l'utiliser, elles se sentent en sécurité avec. Et du coup, l'électrifier, ça permet de le garder parce que j'en ai l'habitude. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on constate aussi assez souvent que la population féminine est un peu plus sensible aux notions de consommation durable, raisonnable et un peu plus économique qu'un mec. On va avoir envie d'acheter un super vélo électrique avec les dernières innovations pour le montrer, pour aller à toute vitesse, etc. Et la cible féminine est plus attachée à la simplicité d'usage. Donc on a travaillé là-dessus avec des bêta-testeuses qui nous ont fait tout leur retour en termes d'usage, et avec qui on a développé aussi l'application qui pilote ta roue depuis ton téléphone. Alors dans l'usage, il y a aussi le montage. Oui. Où étaient les frictions que vous avez rencontrées avec ces premières bêta-testeuses ? En fait, sur le montage, aucune friction. Okay. C'est-à-dire qu'elles ont toutes démonté, réinstallé la roue. En plus, elles sont souvent un tout petit peu têtues, et je le dis en termes de qualité. Et donc là-dessus, aucune difficulté. Ça a été plus justement dans l'adaptation de l'application, où finalement on est revenu à une application très simple, très intuitive, sans aucune fioriture, pour pouvoir l'utiliser sans se poser de questions, quoi. Oui, on n'en a pas parlé, mais il y a donc une application qui vient avec la roue T-Bike sur laquelle il y a deux gros boutons, Start, Stop et Boost. Tu pourrais nous expliquer dans une seconde ce que c'est. Un indicateur, une jauge de batterie, j'imagine. C'est ça. En fait, globalement, tu vas demander au moteur de s'activer ou de se désactiver. C'est-à-dire que tu peux pédaler avec la roue T-Bike comme tu pédales aujourd'hui avec ton vélo. Et puis, en termes d'usage, justement, on a eu pas mal de retours de jeunes mamans qui amènent leurs enfants à l'école sur le siège arrière du vélo, ou qui font les courses sur leur vélo avec des gros paniers, et qui nous ont dit, au feu rouge, on a du mal à démarrer. Donc, on a rajouté cette fonction Boost qui permet d'avoir une aide sur les 20 premiers mètres qui vont t'aider à te lancer. Une aide un peu plus importante que l'aide... Absolument, okay. Voilà. C'est au moment où tu fournis le plus d'efforts, les watts électriques vont compenser cet effort musculaire. Entendu. L'avantage que tu as par rapport à pas mal de DNVB qui se produisent en Asie, c'est d'avoir déjà tes partenaires, ton stock, tes habitudes de production. Donc on va dire que sourcer le produit n'est pas un problème. Ton seul enjeu, c'est de le faire venir. Oui. Ce qui peut être un enjeu d'ailleurs cette année avec les coûts qui ont explosé. Oui, alors le gros avantage, si tu veux, c'est que T-Bike, aujourd'hui, on a un produit industriel abouti. On en fabrique quasiment tous les jours. Donc on a un prix de revient qui est compétitif, qui nous permet justement d'avoir cette offre économiquement attractive par rapport au prix des vélos électriques. Et donc l'enjeu, il est plus sur la supply et le stock pour faire face aux à-coups qui sont liés à cette année un tout petit peu atypique, où on a des stop and go en permanence. Entre on est confiné, déconfiné, les magasins ouvrent, les magasins ferment. Et donc ça a été l'élément qui est venu complexifier le schéma. Mais globalement, aujourd'hui, on a une production et des appros dans un monde normal qui sont linéaires et assez simples à gérer. Ok, compris. Donc, tu recrutes, ou tu fais venir dans l'aventure, en tout cas Marine, oui. qui est donc cofondatrice de T-Bike en France, c'est ça ? Oui. Vous faites des bêta-tests avec des bêta-testeuses, et vous lancez aussi une campagne de précommande. Oui, donc une fois qu'on est prêt sur le produit et l'application, en fait, on construit un site en quelques jours, et on lance une campagne de précommande en proposant essentiellement une offre prix très très attractive pour toutes les personnes qui acceptent, entre guillemets, de prendre le risque de commander
un produit dont le concept est totalement inconnu et une marque qui n'était connue que de nous deux, quoi. Donc ça a été ça le défi au moment du lancement. Pourquoi lancer une campagne de précommande alors que tu as déjà une société, un produit qui marche? Première question. Et deuxième question, tu peux peut-être commencer par celle-ci. Il y a eu un fork de produits. Est-ce qu'il y a un produit pour le marché asiatique, un produit pour le marché français ou européen? Oui, la roue que tu utilises en France, c'est pas exactement la même que celle qu'on utilise en Asie. En quoi est-ce qu'elle diffère? Elle diffère sur une partie de l'électronique et puis la réglementation, parce que le marché européen fait que tu dois avoir justement un produit dont l'assistance se coupe à plus de 25 km/h, en tout cas se met en veille. Un produit qui va être couplé à tes pédales, qui est limité en puissance, qui est limité à 250 watts. Et donc, c'est sur ces aspects-là que le produit est différent et a été adapté. Alors ça, c'est du software ou du hardware? Les deux. Okay. Les deux, mon capitaine. On gère de façon spécifique la puissance des moteurs et la partie software pour tout ce qui concerne la limitation de vitesse. Ok. Et donc, deuxième question que je posais en premier, mais pourquoi une campagne de précommande alors que vous aviez déjà une bonne connaissance du marché, du produit? Alors ça, c'est... La précommande est souvent utilisée pour justement financer une production, une R&D éventuellement. Oui. En fait, à l'époque, on a un partenaire que j'ai fait rentrer dans le capital de T-Bike dès le départ, qui s'appelle VID, qui est un fonds corporate spécialisé dans tout ce qui est nouvelle mobilité. On est installé à Station F. Et donc, avec mes tempes grises, je fais figure de papy. Je découvre, si tu veux, la culture start-up. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à lancer un produit après avoir tout testé, tout validé, être absolument certain que tout est parfait, 25 signatures en bas des pages. Quand on est chez Danone, j'imagine qu'on ne lance pas un voilà, yaourt tu vois, n'importe comment. Et c'est très bien parce que c'est ce qui fait la force de ces entreprises, c'est l'addition des compétences et des intelligences, bien sûr, et puis prendre le temps d'avoir un produit parfaitement abouti. Et là, on me dit, et à juste titre, on me dit, n'attends pas que ton site soit parfait. N'attends pas que tout soit enregistré, que tu aies ton stock, que tu puisses livrer tes clients de façon absolument parfaite au millimètre près. Démarre. Et donc, on s'est lancé, et même pour te dire, on a vendu les premiers clients. L'entreprise n'était pas encore juridiquement immatriculée, mais le site tournait, les produits étaient en vente et les premières commandes sont tombées. Et notre premier client, je connais son nom, je sais où il habite et on l'a livré le 17 novembre 2019. Je te dis, la boîte n'était pas encore totalement immatriculée juridiquement, quoi. Donc on a démarré vite en se disant on y va, on a le produit, il fonctionne, il est parfait. On n'a pas encore le stock, donc on fait des précommandes et dès que le stock arrive, on livrera nos clients. J'ai le cheat sheet, pardon, toutes les règles de Y Combinator, qui est l'un des meilleurs accélérateurs américains, derrière moi. Alors je la cherchais, mais il y en a une qui dit, en tout cas, qu'il faut le lancer vite et que do things that don't scale. Exactement. Il faut savoir faire les choses même si elles ne sont pas scalables au départ. Ouais. Première livraison en novembre, c'est ça, ouais. 2019, donc il y a un tout petit peu plus d'un an et depuis 1500 acheteurs en France, 500 cas donc ce qui fait d'ailleurs 300 €, je dis une bêtise? Non, parce qu'on a aussi via des partenaires. Ouais. Donc, le point important, c'est qu'à fin décembre, on avait déjà un peu plus de 200 utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a eu immédiatement des ventes à un niveau plus élevé que ce qu'on pensait. Alors, en termes de time to market, là aussi, on a un élément favorable, c'est qu'on ne s'en rappelle plus, mais novembre-décembre 2019, c'est les grèves, particulièrement en Île-de-France. Et donc, tout le monde s'est remis au vélo. Je me souvenais pas que pendant les grèves, on s'était remis au vélo aussi. Enfin, qu'il y a eu une accélération vélo aussi. Il y avait des grèves des transports, c'est ça? Oui, grève des transports en commun. Ouais, tu vois, ça passe très vite, mais c'était il n'y a pas longtemps. Et fin d'année 2019, il y a les grèves de transports en commun. Et du coup, on se retrouve tous à reprendre le vélo. Donc, ça a été un petit facteur
d'accélération déjà à ce moment-là. C'est le bouton boost, c'est ça? C'est notre boost. Des 20 premiers mètres. Qui a favorisé le lancement. Et puis, ce qu'on fait dès le lancement, on prend la décision de s'attacher les services d'une agence de RP qui commence à prendre contact avec les journalistes pour présenter le produit. Et le produit, déjà, il est sympa. Tu vois, l'innovation, tout le monde trouve ça original. C'est une bonne idée. C'est dans l'air du temps. Et du coup, immédiatement, on a des reportages à la télé qui font que le site, la fréquentation explose. Derrière, les centaines, voire milliers de mails arrivent. Et donc, on démarre très, très vite, quoi. Pourquoi prendre des RP? C'était dans ton ADN aussi, dans ton expérience en Chine? Non, c'est plus dans mon ADN. Et si tu veux, le point, c'est que, en fait, c'est propre à T-Bike. C'est-à-dire qu'avant qu'on t'en parle, tu ne connaissais pas ce produit. Et surtout, au-delà du produit, c'est le concept. C'est-à-dire que le fait de pouvoir électrifier son vélo soi-même, rapidement et économiquement, sans aucune compétence, il n'y a pas grand monde qui sait que ça existe parce que tu n'as pas d'offre sur le marché. Et donc, tout le travail a été de dire comment on doit faire pour être visible auprès de notre cible assez rapidement, de façon simple et compréhensible. Et donc, je suis parti du postulat que les médias traditionnels, le offline, constitue un support important dans notre stratégie de faire découvrir le produit, bien entendu en complément du web, des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement indispensable. Mais notre boost, justement, ça a été la télé et la radio, parce que sur notre cible, qui est plutôt urbaine et un petit peu âgée, un peu plus de 40 ans en général, ils continuent à consommer les médias traditionnels. Alors, j'allais justement parler de cible. Et puis après, je te poserai la question que j'ai, c'est que ton retour d'expérience sur ta campagne de précommande, mais tout le monde fait du vélo. Oui. Ce qui est une opportunité pour ton marché, mais un risque sur ton choix de cible, justement, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, tu m'as parlé des femmes tout à l'heure. Donc, femmes quarantenaires, c'est par là que tu commences? Femmes quarantenaires, urbaines. Et un peu tech savvy, un peu branché digital, techno, ou pas forcément? Pas forcément, mais qui ont envie de continuer à se déplacer ou de reprendre le vélo, de ressortir le vélo pour se déplacer. C'est vraiment par rapport à la mobilité et à ce besoin de retrouver un peu de liberté et de simplicité dans les centres-villes. Et la com et le ciblage de nos clients est parti là-dessus. Parce que en France, tu as à peu près 40 millions de vélos adultes, musculaires, ce qu'on appelle traditionnels. On appelle ça des vélos musculaires? Vélos musculaires, tu vois, c'est le côté qui des fois peut être péjoratif, justement. Tu as dit 40 millions. 40 millions. Donc, de vélos en utilisation ou total? Le parc. Dont ceux qui sont sur des... Dont ceux qui sont au fond du garage, au fond de la cave, etc., dont on ne sait pas trop quoi faire. Et combien de Français utilisent un vélo tous les jours ou une fois par semaine, je sais pas, pour aller... On est en utilisation qualifiée de fréquente, mais c'est de temps en temps, quelques jours par mois. C'est environ 8 millions. Okay. Donc le nombre est relativement faible. Donc 32 millions de vélos qui sont potentiellement sous-utilisés. Et même dans les vélos qui sont utilisés de temps en temps, ceux-là aussi peuvent être électrifiés. Donc c'est un marché de masse. Mais on ne peut pas s'adresser à la masse. Donc effectivement, comme tu dis, on a ciblé des utilisatrices urbaines, actives, souhaitant se déplacer et utiliser plus régulièrement le vélo. Et puis, on a une deuxième cible aussi qui réagit très très bien, qui sont les jeunes retraités, qui eux aussi ont des vélos, parfois anciens, parfaitement entretenus, qui fonctionnent très très bien et qui ont besoin d'un peu d'assistance pour continuer à se balader en vélo le week-end ou la semaine. Et donc, on est allé chercher ces deux cibles. Ok. Je disais un produit technologique, mais en même temps, changer une roue, c'est un écrou de 10 ou 15 ou 12, j'en sais rien. Tout le monde peut le faire, quoi. Intéressant. Exactement. Je reviens sur la campagne de pré-lancement. Est-ce que tu as précommande, pardon. Tu as des conseils à donner en prenant un peu de recul, un peu de hauteur? Est-ce que ça s'est bien passé ou à la hauteur de tes attentes? Oui, alors ça s'est bien passé à la hauteur de nos attentes. Le conseil, c'est que l'agence, nous, qu'on a prise,
En fait, on a passé beaucoup de temps en amont. Et en fait, elle connaît le produit et je pense qu'elle pourrait même revendiquer d'avoir participé à sa réussite. Et il est adopté. C'est des utilisatrices de la route e-bike et elles sont totalement impliquées dans la culture, l'ADN, la raison d'être de T-Bike. Donc ça, c'est un point important, bien entendu. C'est l'agence CP Conseil ? Oui, c'est ça. Ok, on peut le dire ici, du coup. Agence RP de Karine Petrucci. C'est ça. Voilà. cpconseil.fr, à qui on passe un petit coucou. Donc, ton insight, ton conseil, c'est de s'entourer de partenaires qui, en tout cas, sont embarqués dans le projet. Ouais. Ça paraît évident quand on le dit, mais c'est pas forcément toujours le cas. Non, donc il y a vraiment une affinité à trouver avec son partenaire. En fait, les partenaires extérieurs, entre guillemets, avec qui je travaille aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à leur parler de T-Bike, à leur parler du vélo, du marché, et à voir leur réaction. Donc j'ai rencontré des gens très compétents, très performants, mais qui n'étaient pas passionnés par le produit. Et donc... moi, je suis passionné par ce projet et j'ai envie de m'entourer de personnes qui adhèrent totalement au produit, à ce qu'on veut faire avec et au sens de l'entreprise, si tu veux. Et donc, du coup, derrière, on travaille en s'amusant et on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble parce qu'on est tous sur les mêmes types d'affinités, d'attentes et d'objectifs, quoi. Donc ça, c'est un élément clé. En tout cas, que c'est un conseil que je donne, c'est vraiment de s'entourer et à la rigueur, des fois, de perdre un peu de temps avant de trouver la bonne personne plutôt que d'aller vite et de se tromper, quoi. Compris. Tu distribues via ton site web sur lequel je peux commander. Oui. Est-ce que tu as ouvert d'autres réseaux de distribution ? Oui, alors on a démarré sur le web pour aller vite. Où est-ce qu'on achète un vélo aujourd'hui ? Alors à 92%, si je ne me trompe pas, dans des magasins. Aujourd'hui, le business online sur le marché du vélo, c'est 8%. Parce que d'abord, le vélo, c'est quand même assez compliqué à transporter. Et le e-commerce, tu le sais, c'est... beaucoup de logistique. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, voilà, c'est un peu encore, ça fait partie des marchés comme la voiture et autres, où on va dans une concession, on va dans un magasin de vélo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après le lancement, après les premiers passages télé et radio, on a été inondé de demandes. Où est-ce que je peux trouver la route e-bike pour la tester ? Et c'est normal. Et ça, on le savait. Et donc, nous a rejoint un jeune business développeur, Rémi, dès le début, et qui a pris son vélo T-Bike et qui est allé démarcher des magasins pour en faire des partenaires, dans le sens où ces magasins, c'est des sortes de showrooms, c'est-à-dire qu'ils ont tous aujourd'hui un vélo, un vieux biclou équipé d'une route e-bike, et tu peux y aller, tu y vas, et donc ils te prêtent le vélo. Et tu vas faire ton tour dans les rues de Paris, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille pour tester la route e-bike. Et donc, c'est un élément clé. C'est que, alors, tester, c'est l'adopter. Donc, c'est très important. Mais comme le produit intrigue, si tu veux, forcément, on se pose des questions. Est-ce que c'est compatible avec mon vélo ? Est-ce que c'est vraiment électrique ? Est-ce que ça va m'aider dans les montées, etc. Les gens ont besoin d'essayer. Oui, puis il y a vraiment une sensation, le vélo électrique. La première fois qu'on en fait, c'est surprenant. Exactement. Et je trouve que chaque vélo électrique a un comportement un peu différent. Donc, il y a aussi... c'est un peu comme... C'est comme essayer un jean, quoi. Oui, c'est ça. Tu vas passer un vêtement et c'est qu'en l'ayant sur toi que tu vas te rendre compte de ce que ça donne, ou quand tu vas monter dans une voiture, entre une voiture et une voiture, on n'a pas forcément le même feeling, les mêmes sensations. Et donc, le vélo électrique, c'est pareil. Puis c'est d'abord un vélo, donc il faut être assis confortablement, sécurisé, etc. Donc ils ont besoin de s'en rendre compte. Sachant qu'a priori, ton marché, c'est des gens qui ont déjà un vélo, potentiellement qui l'utilisent, donc qui est déjà, ils ont déjà peut-être changé la selle, mis une selle mousse, il est déjà à la bonne taille, customisé à leurs besoins. Donc a priori, le facteur confort, il est déjà la box est déjà checkée, quoi. Elle est checkée par rapport au vélo, mais pas par rapport à l'électrique. Et donc ça démarre comment ? Est-ce que ça va pas trop vite ? Quand je veux freiner, est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que ça se monte facilement sur mon vélo, etc. Et donc tous ces magasins, si tu veux, ils ont un vélo, mais en plus si tu y vas avec ton vélo,
La plupart ont des roues et ils se proposent même d'installer la roue sur ton vélo pour que tu ailles faire un tour avec ton propre vélo. Et donc, l'expérience utilisateur, si tu veux, tu as un effet waouh immédiatement parce que tu montes sur ton vélo, tu es arrivé au magasin en pédalant, en transpirant un peu, et tu sors du magasin en fait avec un nouveau véhicule. C'est ça qui est magique. Okay. Tu vois, le principe du rétrofit, c'est incroyable parce qu'avec le même produit, j'ai plus du tout les mêmes sensations et le même usage. Quelle définition tu donnes au rétrofit? C'est quoi le rétrofit? Le rétrofit, c'est justement, je vais redonner vie à mon vélo juste en changeant une roue. Quoi. Alors, il s'appelle Rémi Paris en plus, hein, c'est ça? Oui. Je l'ai googlé entre-temps. Salut Rémi. Et ton associé tout à l'heure, c'était Marine Billis. C'est ça. Ok, bon. Donc, Rémi Paris lance cette action auprès des revendeurs. Il y a d'autres marques dans ton industrie, dans ta verticale, qui ont des programmes aussi d'essais et d'ambassadeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, que vous allez mettre en place? Oui, on commence à le développer parce qu'on a nos premiers utilisateurs. Je parlais des jeunes retraités. On en a quelques-uns qui ont du temps et qui aujourd'hui nous sollicitent en disant en fait, on me questionne beaucoup. Dès que je me déplace, j'ai des gens qui viennent me demander ce que c'est que cette fleur, cette grosse marguerite que j'ai à l'avant. Et donc, on est en train de monter et de mettre en place, sur la base de nos utilisateurs, un réseau d'ambassadeurs. Et donc, par exemple, sur Paris, tu prends rendez-vous et quelqu'un vient là à ton bureau entre midi et 2 et tu vas pouvoir tester un vélo T-Bike sur place, sur ton lieu de travail ou à ton domicile. Donc, on développe ça aussi. Avec du partage de revenus, avec une prime, est-ce qu'il y a une incitation ? Oui, bien sûr, on incite sur des programmes de fidélité et d'acquisition de la roue en fonction du nombre d'essais, du nombre de roues vendues, etc. Donc, okay. Mais pour le moment, on s'adresse plutôt à nos premiers utilisateurs, plutôt retraités qui ont du temps et qui prennent beaucoup de plaisir à expliquer, conseiller. Il y a une relation quasi amoureuse avec son vélo. On a tous souvent changé 2, 3, 4 fois de voiture. On a toujours les mêmes vélos, tu vois. Et donc, c'est important d'avoir des gens passionnés pour lesquels l'objet en tant que tel a aussi de l'importance, quoi. Je reviens sur la distribution. Donc, vous attaquez vos revendeurs indépendants ou des chaînes ? Alors, indépendants. Okay. On est allé chercher des magasins indépendants parce que les chaînes, aujourd'hui, elles sont accaparées, si tu veux, par le vélo électrique. La croissance du marché, les approvisionnements. Et vous n'êtes pas justement une solution pour elles ? Pas encore. C'est presque un peu trop tôt pour les chaînes parce que l'aubaine, entre guillemets, positive du vélo électrique fait qu'ils en vendent énormément. Et surtout de leur propre marque. Enfin, je pense à Decathlon, mais je sais pas si on peut acheter autre chose que des vélos Decathlon chez Decathlon. Decathlon, tu vas acheter des marques, tu vas acheter du Between, tu vas acheter du Rock Rider, puisque Decathlon a qui sont des marques de Decathlon. Des marques de Decathlon. Mais Decathlon fait partie des enseignes qui s'ouvrent aussi aux innovations, aux startups, etc. Mais dans un premier temps, on va voir les magasins indépendants de centre-ville avec un atelier. Pourquoi ? Parce que notre persona va dans ces magasins. Plutôt que d'aller dans une grande surface spécialisée. Ils vont, je suis en centre-ville et donc le petit magasin indépendant au coin de la rue, j'amène mon vélo, il va m'aider à réparer, à entretenir les freins, à changer un pneu, etc. Donc on va d'abord voir ces magasins et puis ces magasins sont passionnés. C'est les passionnés de vélo. Et la roue, ça les intrigue. Tu vois, et donc ils sont intrigués, ils te questionnent sur la technologie, comment ça marche, etc. On ouvre la roue, on leur montre comment c'est fait à l'intérieur, on leur fait tester, on leur laisse une roue. Et donc, derrière, on sait que ça va être aussi nos ambassadeurs. C'est-à-dire que quand tu vas dans un magasin, il te parle de la roue, il va l'installer sur ton vélo, il va te proposer de la tester, donc avec beaucoup de conseils, d'accompagnement et de bienveillance. J'aimerais rentrer un peu dans l'opérationnel de ce point très précis-là. À chaque fois que j'ai mis les pieds chez un marchand de cycles, j'ai l'impression qu'ils sont débordés, qu'ils ont trop de boulot. Oui. En pratique, donc vous avez fait le tour, j'imagine, des revendeurs, vendeurs, pris rendez-vous pour une démo. Ils sont ouverts à l'idée, ils trouvent le temps. Comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que y a ceux qui sont pas du tout ouverts à l'idée. Donc Rémi, il rentre dans un magasin, il passe 3 minutes et il s'en va. Parce que ça sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie
qui n'est pas ouvert à ce type d'évolution, de technologie. Et pour le coup, on passe du temps dans ceux qui sont à l'écoute et qui sont intéressés. Tu vois, donc, des magasins de vélo, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et même quand ils sont débordés, en fait, ils sont intéressés parce que tout à l'heure, je te parlais de time to market et de sensibilisation au reconditionnement et la réutilisation. Et donc, tous ces magasins de vélo, il y a toute une histoire autour du vélo. Le vélo, ça a plus d'1 siècle. Ils connaissent les anciens vélos. Ils en parlent souvent avec des trémolos dans la voix. Et quand tu leur apportes une solution qu'ils peuvent proposer à leurs clients, parce qu'ils ont vendu un super vélo à un client il y a 15 ans, et que ce vélo, il revient 1 fois par an dans l'atelier qu'il est entretenu, en fait, ils sont contents d'avoir une solution pour passer à l'électrique quand leurs clients leur demandent. Tu vois, donc il y a pas que l'utilisateur final, il y a bien sûr nos partenaires magasins. Et convaincre le retail de façon générale, c'est un élément clé pour le sell-out, quoi, parce que c'est pas le tout de vendre des roues à une enseigne, c'est surtout que cette enseigne soit en capacité de les recommander, de les proposer aux bonnes personnes, aux bons clients. Du coup, avec un programme de prix, il faut qu'eux-mêmes puissent marger. Oui, on a construit tout le business model, fait que nos partenaires gagnent bien leur vie en vendant une roue, qui peuvent du coup passer du temps à conseiller leurs clients, à l'installer sur leur vélo. Et c'est important que toute la chaîne se retrouve dans le business model du reconditionnement, quoi. Tu m'avais dit 92% de mémoire, tu me disais ça, des achats se font en magasin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et donc sur les 8% qui se font en ligne, pour l'instant vous êtes en DTC, Direct to Consumer, via votre site. Est-ce qu'il y a d'autres revendeurs en ligne de T-Bike? Alors en fait, on a en ligne, pas encore. En fait, donc c'est en projet. On est en train de voir pour regarder le positionnement de T-Bike online et de voir comment, sur quelle place de marché. Typiquement, si tu veux, Amazon, on discute aujourd'hui avec eux, mais la discussion, elle porte sur comment je vais expliquer le concept, dans quelle mesure à la fois les supports d'Amazon et les moyens de communication nous permettent d'abord d'expliquer le produit, l'usage et de s'adresser aux bons utilisateurs. C'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, on est online et dans certains magasins chez Fnac et Darty. Et donc, si tu veux, toute la complexité, c'est d'avoir un produit où quand tu passes devant, tu t'arrêtes, que ce soit online ou en magasin. Et c'est pour ça que je différencie pas trop les deux, parce que finalement, un site internet, une plateforme, etc., c'est un magasin dans lequel tu rentres. Et il faut que par rapport à tes attentes ou tes besoins, tu sois à la fois interpellé et qu'ensuite tu aies une scénarisation de cette offre qui te permette de comprendre en quelques secondes à quoi correspond le produit et en quoi il va répondre à tes attentes ou ton besoin. Et donc, si tu veux, dans un magasin, par exemple, si on met une roue comme ça sur un rayon, en fait, on n'en vendra jamais une. Donc, il faut absolument qu'on ait l'humain ou de l'accompagnement ou de l'explication. C'est ça, il faut de la PLV, de la publicité sur le lieu de vente. On a développé des vidéos très courtes pour que tu puisses voir en quelques secondes le concept. Il est important d'avoir un vélo équipé pour matérialiser la roue sur le vélo et si possible de pouvoir la tester. Et online, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité à interpeller, à montrer l'usage et à témoigner, avoir des utilisateurs qui témoignent sur le formidable produit qu'est la roue T-Bike, en fait, tu passes à côté, quoi. Donc, c'est pas tout d'être présent. C'est ce que je dis, c'est que être présent online, mais sans tout ce qui va derrière, c'est comme si tu ouvres un magasin au fin fond d'une forêt où personne passe devant, quoi. Donc, c'est important qu'on ait cette attractivité dans les univers où on se positionne, avec la capacité à expliquer, démontrer et convaincre. Dans ton plan du coup de distribution, tu vas continuer, j'imagine, à pousser sur le B2B2C, donc parler à des distributeurs indépendants ou en chaîne, enfin organisés, disons. Oui. Là, les indépendants sont très importants pour nous
par rapport à leur capacité d'identifier les clients, de bien les conseiller, de bien les accompagner. Les enseignes sont très importantes pour nous en termes de visibilité. Je te disais, et de masse. Le défi numéro 1 de T-Bike, c'est de se faire connaître. Et donc, dans des grandes enseignes, tu as beaucoup de trafic client. Et donc, il y a beaucoup d'exposition du produit en termes de passage et de visibilité du produit compte tenu de ce trafic dans les grandes enseignes. Donc, c'est important aussi pour nous de jouer sur les deux. Et avec les grandes enseignes, de trouver sur une solution de commercialisation in-store et online. Et on est vraiment dans le web to store et le store to web, c'est-à-dire de vraiment lier les deux pour que quand tu sois un client potentiel, tu puisses, avec ton smartphone, regarder le produit qui est en magasin et inversement, tu vois, sur le site, voir comment le produit se comporte dans le monde réel, quoi. Compris. Est-ce qu'il y a eu une accélération avec le Covid ? Alors oui, bien sûr, il y a eu une formidable accélération. Alors il y a eu d'abord un énorme trou noir, comme dans tous les business. Le 17 mars 2020. Ça, c'est 17 mars. Et puis, dès que l'annonce de la date de déconfinement a été donnée, en fait, les ventes sont reparties. Et par rapport au stock que l'on avait à l'époque, en une semaine, le stock a été vidé. On s'est retrouvé avec des centaines de commandes. Donc ça a été une période assez euphorique par cet aspect compliqué parce que on s'est retrouvé justement à devoir annoncer des délais de livraison, ce que je ne voulais pas. Et voilà, c'était une formidable accélération pour T-Bike et plus globalement pour le vélo parce qu'on a gagné plusieurs années sur le vélo. Je te parlais tout à l'heure des infrastructures. On a appelé ça les Corona-pistes. Et donc, ça a été un formidable accélérateur pour tout l'écosystème du vélo. Et bien sûr, on en a profité. Pour nos chers amis qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Paris ou qui ne le savent pas, Paris, ça a été marche forcée. Je pense notamment à la rue de Rivoli, qui est une des principales artères qui permet de faire est-ouest à Paris, qui a été presque complètement rendue. C'est marrant, j'ai le terme rendu, donné au cycle, quoi, au vélo en cette période. Ouais, mais il y a toutes les villes de France, en fait. Énormément de villes de France ont fait ça. Et entre guillemets, on s'est levé un matin avec des pistes cyclables à la place de certaines voies qui étaient consacrées aux voitures, ce qui a aussi créé des tensions parce que des fois, c'est allé un tout petit peu vite. Et il faut arriver à faire évoluer ça de façon complémentaire entre la voiture et le vélo, quoi. Mais ça a été un formidable accélérateur, c'est clair. Alors j'allais te demander quand est-ce que vous attaquez l'international, mais vous l'avez déjà attaqué puisque vous êtes en Asie et l'Europe. Alors là on a commencé en Belgique, Belgique, Suisse, Luxembourg, parce que c'est francophone et du coup c'est presque des départements français, si tu veux. D'un point de vue business, langue, logistique, etc. C'est pas très compliqué. Ceci étant, il y a des habitudes qui sont légèrement différentes. Donc, en fait, tout le travail que l'on a à faire, c'est maintenant qu'on a à peu près validé les points clés de réussite et de développement sur le marché français, c'est de trouver les adaptations suffisantes et nécessaires aux autres marchés. Quand on s'attaque à l'Allemagne, aux pays du Nord, à l'Italie, etc., voilà, il faut arriver avec une offre consommateur et une expérience client qui correspondent à ce qu'ils attendent et qui soient irréprochables. Donc, on va prendre encore un tout petit peu de temps parce qu'on a besoin de passer un stade sur le marché français au niveau du retail, au niveau de l'expérience client. Et 2022, on va s'internationaliser au niveau européen. Surtout qu'il y a des marchés qui sont très matures, j'ai envie de dire, sur le cycle. Je pense à l'Allemagne, à la Hollande, tu en parlais tout à l'heure, mais les pays nordistes. Oui, ils sont à la fois très matures, mais très ouverts aussi à l'innovation. Ils sont peut-être encore plus sensibilisés au reconditionnement et à la réutilisation. Donc, il y a beaucoup de facteurs favorables. Mais il y a beaucoup d'éléments où on peut se prendre un peu les pieds dans le tapis. Donc, il faut qu'on soit réaliste, mesuré et qu'on y aille en répondant vraiment aux attentes de chacune de ces cultures. Alors, pour finir, c'est une très très belle première, c'est une très belle première année pour T-Bike. Avant. Est-ce que le nom est un enjeu ?
C'est pas évident, T-Bike pour un français. T-E-E-B-I-K-E. Bike, ça passe, mais T-Bike. Ouais. En fait, on a testé plein de marques. En fait, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Tu donnes le nom de ta marque à quelqu'un, comme ça, en le rattachant à ton univers produit. Et 8 jours après, tu lui demandes de te redonner le nom. Et s'il le mémorise, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il est facile à mémoriser. Et donc, quand tu as une marque compliquée en termes de prononciation, de son, etc., c'est plus difficile. Il faut investir plus. Donc là, j'ai eu une 50aine de marques sur lesquelles on a travaillé. Et T-Bike s'est ressorti comme étant la marque que les gens mémorisent. Ok, donc c'est très pragmatique. Pragmatique, simple. T'as appris ça chez Procter et Danone, ça. Ouais, exactement. T'es pas le premier à me dire ça, et je pense que l'autre personne, là ça m'échappe, j'aurais bien aimé le savoir, mais qui m'avait dit ça était aussi passé par un top 5. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui te dit je travaille pour telle marque et que tu lui dis attends, tu peux répéter la marque, j'ai pas compris. Déjà, t'as un élément de complexité. Donc on a simple et pragmatique, et puis on y a associé notre marguerite, cette fleur qui visuellement, en fait, elle est identifiée immédiatement au produit et reconnaissable et attribuable, quoi. Donc on n'est pas au niveau de la pomme encore. Alors tu l'as, je te souhaite. T'en as déjà parlé tout à l'heure pour vous, chers auditeurs, qui n'avaient pas encore eu le temps de regarder ou qui n'avaient pas vu les roues T-Bike. En fait, le moteur, tout le système est caché derrière un cache blanc dont l'extérieur, le liseré est en forme de marguerite, en fait. Marguerite, et à l'intérieur, on a des pétales blancs qui rappellent une marguerite. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà pour le nom. Et pour terminer, je voulais prendre de la hauteur. Je disais une belle première année sur un marché qui est complexe et surtout très atomisé. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021 ? Quels sont tes objectifs et tes enjeux ? T'as fixé la barre à combien ? On va multiplier par 3 notre business. Donc ça, c'est bien. Et sur l'année 2021, on va terminer avec 3000 à 3500 nouveaux T-Bikers. C'est notre communauté. Donc 2 fois plus que la première année ? Ouais, 3 fois plus. Ouais. Pratiquement 3 fois plus que la première année. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que, et ça fait partie de l'ADN de T-Bike, on est en train d'ouvrir des ateliers de reconditionnement, donc en partenariat avec les apprentis d'Auteuil. On récupère des vélos avec les déchetteries, les encombrants des mairies. Ces vélos, on les reconditionne, on les remet en état parfait de fonctionnement dans le cadre de formation et d'insertion au métier de mécanicien du vélo, qui sont des métiers d'avenir. Et donc, on aide des personnes qui étaient parfois éloignées depuis pas mal de temps du monde du travail à se former là-dessus. Et on remet en circulation nos vélos reconditionnés et électrifiés. Donc ça, c'est un élément de diversification, mais qui va dans le sens de T-Bike, c'est-à-dire en économie circulaire locale, auquel on rajoute une empreinte sociale et solidaire qui est très importante pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on démarre et qu'on est en train de développer. On a très très envie d'en faire une réussite. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est effectivement de préparer l'internationalisation pour faire en sorte qu'il y ait au niveau européen un peu moins de vélos jetés et un peu plus de vélos reconditionnés grâce à T-Bike. C'est une très belle mission. On ne l'a pas dit effectivement, mais si vous allez sur T-Bike, vous verrez qu'on peut acheter soit la roue, soit un vélo reconditionné, qui est au prix de la roue, plus le prix du vélo reconditionné révisé. Laurent, merci infiniment. Sujet passionnant. On est tous, j'allais dire, moi je fais beaucoup de vélos, mais en fait on est, tu l'as dit, 40 millions de vélos dans des garages, une dizaine de millions, un peu moins de 10 millions d'actifs. Je fais partie de ces 10 millions, donc c'est quand même un Français sur 6. Mais bref, sujet passionnant et très très belle mission surtout. Donc merci infiniment. Merci, et puis la vie est toujours plus belle à vélo, donc profitez-en. C'est ça. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée si vous m'écoutez, je sais pas, en allant courir par exemple le matin, il fait beau maintenant en France, profitez-en. Et je vous dis à bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.